Ce matin, il ne sera pas beaucoup question des entreprises, mais plutôt des particuliers. Alors je voudrais introduire en quelques mots cette table ronde avant de donner la parole à nos intervenants. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème ? Parce que la grande surprise, entre guillemets, de ces dernières semaines, de ces dernières années, c'est d'abord que nous avons découvert des centaines de milliers de comptes qui étaient inconnus, des centaines de milliers de sociétés qui étaient inconnues des services de contrôle. On se demande, mais comment un tel secteur a-t-il pu passer inaperçu ? Et en fait, ce que ça révèle, c'est que depuis longtemps, on aborde la question de la fraude fiscale souvent en magistrat, en regrettant les contournements de la loi, ou bien en agent du fisc qui regrette les milliards perdus. Mais si on regarde un peu en investisseur, on découvre qu'il y a là un secteur économique en pleine expansion et extrêmement profitable. Ce secteur économique, c'est la gestion de sommes pharaoniques. On parle, alors les estimations varient, mais entre 6 000 milliards de dollars pour les plus modestes, enfin les plus conservatrices, et puis 32 000 milliards de dollars d'actifs financiers qui seraient détenus offshore dans les paradis fiscaux. Donc on parle là de sommes absolument colossales. Pourquoi est-ce que ce secteur s'est développé ? Ce secteur s'est développé du fait de la mobilité des capitaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les capitaux sont mobiles, ils auraient tort de se priver d'aller là où les législations leur sont les plus complaisantes. Et donc vous avez tout un secteur professionnel qui s'est élaboré, construit, consolidé, développé autour de l'aide au contournement de la loi, de l'aide à se glisser dans les interstices de la légalité internationale. On a besoin de conseils, on a besoin aussi de transactions financières. Tout à l'heure, Jean-Patrick Gilles nous a dit qu'il n'y aurait pas d'évasion fiscale s'il n'y avait pas des banques pour opérer les transactions financières. Et puis, on a besoin aussi de confidentialité. Et la confidentialité, ça peut se payer très cher. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a toute une sous-traitance, hein, les prête-noms, etc., qui se font rémunérer pour être prête-noms des dizaines de milliers de sociétés et écrans au Delaware ou aux îles Vierges britanniques. Alors, tout ceci a un prix, et ce secteur, il a évidemment ses marchés de prédilection, là où l'impôt est souvent le plus fort. Il a aussi ses fiefs. On connaît la Suisse et le monde britannique, hein, les îles anglo-normandes. Ces deux pôles représentent 50% en gros de la gestion de fortunes privées offshore. Et puis ensuite, on a les Caraïbes, le Panama, Singapour, Hong Kong, etc. Ce secteur, il a aussi ses leaders. On estime que 70% de la gestion de fortune offshore, c'est le fait d'une vingtaine de banques dans le monde, qui sont les grandes banques internationales. On en compte parmi elles 3 françaises, BNP Paribas, Société Générale et le Crédit Agricole. Alors, ce secteur a-t-il une valeur ajoutée pour la société ? On peut se dire, s'il est aussi rentable, c'est qu'il doit avoir une valeur ajoutée. Moi, je crois exactement le contraire. Il a une valeur soustraite à la mondialisation, une valeur soustraite à la collectivité. Et en fait, c'est là-dessus que ce secteur prospère. Je voudrais citer une étude d'un think tank britannique qui s'appelle la New Economics Foundation, qui est sortie en 2009, et qui calculait la valeur sociale d'un certain nombre de professions. Et il calculait, par exemple, qu'une salariée d'une crèche, pour chaque livre sterling qu'elle percevait, en créait 9 en valeur sociale. Il calculait aussi qu'un banquier de la City, pour chaque livre sterling qu'il perçoit, en détruit 7. Et puis, pour les comptables fiscalistes, pour chaque dollar ou livre sterling perçu, ils en détruisent 47. Alors, nous avons là un secteur d'activité considérable qui représente une nuisance pour la collectivité. D'où ce titre, « Désarmer les intermédiaires de la délinquance économique et financière ». Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce secteur ? D'abord, il ne faut pas les écouter. Évidemment, vous avez quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes qui se pressent au portillon de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou des ministères pour défendre bec et ongle leur gagne-pain.
Donc le conseil qu'on peut proférer à nos parlementaires, à nos élus, c'est d'abord de ne pas les écouter. La deuxième chose, et c'est là-dessus que je voudrais faire porter le débat, c'est peut-être trois choses. C'est d'abord la transparence, qui est quand même le meilleur ennemi du secret. Ensuite, la répression de la fraude. Et puis, plus spécifiquement, on regardera quelle répression concernant les intermédiaires. Alors, autour de ces trois temps, je commencerai par la transparence et ce qui a été développé ce matin, évoqué par plusieurs intervenants, qui est l'échange automatique d'informations. On a une grande victoire, une grande avancée symbolique et dans les discours depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Tout le monde nous dit, donc on a un apparent consensus, que l'avenir, c'est l'échange automatique d'informations. Maintenant, ce qui compte pour nous, quand on milite dans les ONG, ce n'est pas seulement les paroles, c'est de regarder ce qui se fait concrètement. Et il faut se garder de s'enthousiasmer trop vite. Parce que quand on nous dit, comme il a été dit encore ce matin, qu'il y a un FATCA européen qui se profile, aujourd'hui, il n'y a rien de tel sur la table. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur la table? On a une directive européenne sur l'épargne, c'est-à-dire à peu près 10% des flux d'informations que couvre FATCA, qui est aujourd'hui bloqué du fait du Luxembourg et de l'Autriche. La deuxième chose qui est sur la table, c'est les concessions d'échange automatique que la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre ont faites aux États-Unis. Ils veulent l'étendre entre eux. C'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que la France ou le Royaume-Uni ou l'Espagne auront l'information automatiquement de l'ensemble des paradis fiscaux. La troisième chose qu'on a sur la table, c'est l'OCDE qui est en train de travailler, nous dit-on, à un standard mondial d'échange automatique d'informations. On espère que le G20 arrivera à s'arrêter là-dessus. Notre préoccupation, évidemment, c'est que cet échange automatique couvre non seulement l'ensemble des paradis fiscaux, mais aussi les pays en développement qui risquent, comme il a été dit tout à l'heure, d'être les grands oubliés de cette démarche et de cette dynamique. En France, à proprement parler, une loi FATCA pour la France a été proposée par le groupe écologiste. Il a été refusé, cet amendement. François Hollande nous a promis de le porter au niveau européen, mais on se rend déjà compte de la difficulté à faire avancer l'échange automatique sur un petit nombre d'informations. Donc sur un FATCA européen, on voit bien que ça peut prendre encore un certain temps. Alors, cela dit, revenons sur ce principe de l'échange automatique d'informations. Et là, je voudrais d'abord demander quelle est sa portée à Antoine Peillon. Après tout, l'échange automatique d'informations, est-ce que ça nous aurait permis d'éviter le scandale Cahuzac ou le scandale UBS?